Très heureux d'être devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette émission. J'ai l'honneur ainsi que le privilège de recevoir pour vous une personne, c'est un analyste politique. Il est aussi conseiller en communication à l'IGF, ainsi qu'administrateur à la RTNC. Lui, c'est Dionit Kaninda. Avec lui, nous allons devoir parler de la situation, bien de l'actualité qui est en train de bouillonner ces derniers temps en République démocratique du Congo. Nous allons parler sur l'état de droit en RDC, les avancées. Y en a-t-il? Est-ce qu'on peut vraiment voir les avancées en RDC ou bien nous sommes en train de reculer d'une certaine façon? Alors je dis bonjour et bienvenue, Monsieur Dionit. Bonjour, merci beaucoup Jules pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de venir ici parler République parce que je me sens toujours redevable à la République par rapport aux responsabilités qui nous incombent aujourd'hui de pouvoir communiquer et suffisamment ou si pas correctement pour informer les populations, informer nos compatriotes de ce qu'il faut comprendre de l'actualité. C'est toujours un honneur pour moi. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons parler République, rien que République. Il est là pour essayer un peu de donner la lumière par rapport au point sombre ou bien le malentendu d'une certaine façon, afin que ceux qui n'ont pas assez d'informations puissent bien saisir. Je dédie cette émission à Jérémy Biaï qui me suit, un fidèle téléspectateur de cette émission, ainsi que à Joe Mac depuis les États-Unis. Alors, Monsieur Dionit, je vous laisse que vous puissiez un peu réagir, vous puissiez un peu nous dire par rapport à la sortie médiatique de l'ancien conseiller de Joseph Kabila qui dit que les élections de 2018 étaient une organisation à l'africaine. Comment réagissez-vous? Bon, aujourd'hui, il y a deux camps dans ce pays. Vous avez le camp du changement et le camp du statu quo. Je l'ai toujours dit. Pourquoi deux camps? Parce que vous avez d'un côté des gens qui étaient dans un système, ils étaient rodés dans ce système, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient du pays sans tenir compte de loi ni de la norme. Et ces gens-là avaient constitué autour d'eux des blocs qui leur permettaient de rester à l'abri des poursuites, des attaques, parce que le système était bien en place et dans plusieurs secteurs. Mais en même temps, vous avez de l'autre côté ce que j'appelle le camp du changement, qui est constitué de gens qui veulent que ça change. Mais dites-moi, lorsque vous me parlez des gens qui étaient aux côtés du président Kabila hier, des gens qui avaient des avantages, des gens qui avaient des privilèges dans ce pays, mais qui du coup, avec l'alternance au pouvoir, ne savent plus comment gérer leur après-pouvoir, quelle peut être leur position. Ils n'ont plus ces avantages, ils n'ont pas ces privilèges. Il est tout à fait normal qu'ils voient d'un mauvais œil tout ce qui s'est fait dans le camp du changement. Pour eux, il faut que les choses restent telles que c'était pendant qu'ils étaient au pouvoir. Les élections ne les arrangent pas. Parce que les élections, c'est une occasion de plus pour permettre au président de la République de rester encore 5 ans au pouvoir. Et en ce moment-là, eux, ils seront toujours sur le banc de touche. Ils n'auront pas accès aux avantages et privilèges qu'ils avaient. Aujourd'hui, ils sont en train de consommer ce qu'ils avaient amassé. Mais vous savez, l'argent, quand vous l'avez, et que ça ne rentre plus, ça ne fait que sortir, ça commence à vous amener dans des inquiétudes. C'est dans cette position-là qu'ils se trouvent aujourd'hui, les gens qui étaient aux côtés du président Kabila hier. Et
le président Martin Fayoulou, je comprends aussi, mais il faut que ceux qui nous suivent comprennent une chose. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour le président Martin Fayoulou d'aller aux élections organisées par le président Tshisekedi? Quel est l'intérêt qu'il a dans ça? Il sait déjà qu'au regard de la situation actuelle du pays, au regard de la confiance que le peuple congolais place dans le chef du président Tshisekedi, eu égard à la lutte qu'il mène pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC, la population lui fait une certaine confiance. En 2018, c'est vrai que le président avait gagné les élections, mais il n'avait pas aussi l'ancrage qu'il a aujourd'hui dans l'Est du pays. Les amis de l'Est du pays, au regard de tous les efforts que le chef de l'État est en train de mener pour restaurer l'autorité de l'État, restaurer la paix dans l'Est du pays, il bénéficie d'une certaine confiance qu'il n'avait pas hier en 2018 auprès des populations de l'Est du pays. Confiance qu'il n'avait pas hier. Alors que lui-même, à l'Est, quand il est allé là-bas, il a bien dit « Je me sentirai président seulement lorsque je mettrai fin à ces hostilités. » Mais jusqu'à présent, c'est déjà la 5e année. Jusqu'à présent, on dirait il n'y a vraiment pas accalmie à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais on juge le maçon au pied du mur. La population voit les efforts qu'il est en train de fournir pour justement ramener la paix dans l'Est du Congo. La population voit. Il n'y a que des politiciens véreux qui ne peuvent pas voir les efforts du président de la République qui fait face à une complicité internationale. Cher Jules, nous sommes en train de traverser la période la plus complexe, difficile de l'histoire de la République démocratique du Congo. Soit nous réussissons à restaurer la paix dans l'Est du Congo, à garder les territoires de la RDC dans ses limites de l'époque coloniale avec le président Tshisekedi, soit c'est l'échec total et nous perdons le contrôle de notre pays. Et le pays s'en va entre les mains des étrangers, des multinationales, des impérialistes, des néocolonialistes. C'est le risque que nous courons si nous échouons avec les tentatives, les efforts que le président de la République est en train de mener. C'est pourquoi moi je pense que ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition et qui ne s'attaquent pas directement au régime de Kigali, c'est-à-dire le président Kagame et ses comment on les appelle, ces dignitaires, ils sont en ce moment-là des mèches avec le président Kagame. Parce que s'ils ne peuvent pas se ranger avec la population du côté du président Tshisekedi pour barrer la route au plan de balkanisation de ce pays, ça signifie qu'ils sont de l'autre côté avec Kagame. Parce qu'ils n'arrivent pas à le condamner. Ils n'arrivent pas à condamner, à le pointer du doigt. Ça signifie qu'ils sont des mèches avec Paul Kagame. Et là, je comprends qu'ils ne peuvent pas vouloir des élections. Ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est le dialogue. Aller au dialogue, vous comprenez pourquoi aller au dialogue? Aller au dialogue parce que c'est le dialogue qui leur permettra d'entrer dans les institutions et se taper une certaine santé financière qui leur permettra de payer la caution pour leur candidat président, de payer la caution pour leur candidat député, leur candidat sénateur, ainsi de suite. Ils ne jurent que sur les élections. Vous dites qu'eux ne sont pas prêts pour aller aux élections, mais eux ne jurent que sur les élections, mais seulement qu'ils demandent à ce que la CENI fasse un bon travail et ne sont pas d'accord par rapport à la loi, aux lois qui ont été promulguées dernièrement par la CENI. Alors, ils disent qu'il faudrait d'abord que la CENI mette tout en ordre pour que nous nous mettions en marche. Moi, j'analyse, je fais qu'analyser. Comment expliquer que quelqu'un qui veut des élections,
mais changent de discours intempestivement. D'abord, ils commencent avec un discours tel que nous ne voulons pas de l'équipe Kadima, mais ils font perdre le temps à la mise en place de cette équipe de Denis Kadima. Pas d'accord avec la loi de... Puis après, on change de discours. Nous voulons les élections, pas une seule minute de plus pour Félix Tshisekedi. En quelque sorte, nous voulons les élections. Une chose et son contraire. Donc à la fois, ils veulent les élections dans le délai, mais entre-temps, ils boycottent le choix des animateurs qui sont censés organiser les élections dans le délai. Ils font perdre le temps à la mise en place de la CENI. Puis du coup, ils changent. Ils disent non, nous voulons des élections, mais pas avec Kadima. Tantôt, nous voulons des élections, oui, avec Kadima, mais il faut qu'on puisse nettoyer le fichier électoral, qu'on puisse faire l'audit du fichier électoral par les experts internationaux ou indépendants pour que finalement nous puissions être d'accord avec ce processus. Donc vous sentez qu'il y a quelque part un manque criant de sérieux dans le discours de l'opposition. Mais moi, je comprends que le vrai problème, comme je le disais, ce n'est pas vraiment l'audit du fichier électoral, ce n'est pas du tout l'équipe de Kadima. Le vrai problème, c'est qu'ils veulent un dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts sur le plan financier parce que les élections coûtent très cher. Deux, ils ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas de candidats valables pour être présentés à la députation nationale, au sénatorial, même aussi pour la présidence de la République. Lui-même, Fayoulou, n'est pas convaincu de sa candidature. C'est comme ça qu'il se retrouve embrigadé maintenant dans une coalition de plusieurs candidats et ils vous disent ce n'est pas encore le moment de choisir qui sera notre candidat commun, alors que vous savez très bien que Moïse Katumbi ne pourra jamais céder en faveur de femmes de Martin Fayoulou, et Martin Fayoulou ne pourra jamais céder en faveur de comment il s'appelle, Matata Pogno, et de Lise Sanga, vice versa. Et personne ne pourra céder pour l'autre. Disons seulement le bloc de 4 ici, c'est comme la Mouka bis, et qu'ils finiront par se dissocier. Ils ne sauront jamais se mettre ensemble parce qu'ils ont des ambitions démesurées. Pourquoi j'ai dit démesurées? Parce que ils n'ont pas un projet de société, ils n'ont pas une offre politique. Vous avez suivi récemment M. Olivier Kamitatou, qui, encore une fois, a fait une sortie médiatique ratée, là où il parlait du président de la République. Il dit, bon, je ne peux pas commenter le propos du président de la République, de M. Tshisekedi, je ne suis pas de ce niveau-là. Est-ce que Olivier Kamitatou peut parler du niveau dans ce pays? Moi, je crois que non, il ne peut pas parler du niveau. Et étant donné que lui, il a été la deuxième personnalité du pays. Malgré cela, il a quand même accepté de vendre son parti politique. Peut-être que les gens ont oublié. Arc, il était le président du parti politique. Il avait des militants, il avait des cadres. Il est allé vendre son parti, il a pris l'argent chez Moïse Katumbi, il a vendu son parti politique. Il peut nous parler du niveau aujourd'hui. Lui qui est membre d'un parti politique, après avoir vendu son propre parti politique, il s'est fait membre d'un parti politique et il ne s'arrête pas là. Il s'est fait papa de course, pour ne pas dire garçon de course de Moïse Katumbi. Vous voyez. Et pas seulement ça, il a le kilo de dire sur les ondes d'une radio périphérique que Ensemble pour la République n'a pas une offre politique chiffrée à ce jour. Mais ils veulent être président de la République. Donc c'est là que je vous dis qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Leur problème, c'est aller dans un dialogue où ils vont avoir des postes politiques pour se faire une santé financière en vue de financer leurs élections.
C'est juste ça leur envie. C'est ça la stratégie des 4. Voilà. Très bien, nous allons entrer vraiment dans le vif de notre sujet. Donc nous allons devoir parler sur l'état de droit avancé ou recul. Monsieur Dionitz, selon l'article 26 de la Constitution, si je peux en fait le lire, il est dit « La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. » Ici, normalement, la loi demande juste d'informer à l'autorité administrative. Mais comment se fait-il que le gouverneur de la ville, par rapport à la marche du 20, il devait tout simplement être informé parce qu'ils se sont vus et puis ils ont parlé. L'itinéraire, ce sont ceux qui marchent, qui donnent leur itinéraire et c'est au gouverneur de la ville de pouvoir sécuriser les manifestants. Mais comment se fait-il que le gouverneur puisse imposer l'itinéraire aux manifestants alors que c'est une information et lui ne fait qu'appliquer et puis sécuriser les marchands? Est-ce que vous savez que le gouverneur actuel de la ville de Kinshasa, il a une histoire dans ce pays en ce qui concerne les manifestations publiques? Je ne sais pas si les gens oublient. Il a une histoire derrière lui à Yumbi. Je crois que les gens n'ont pas oublié. Il est le patron de la ville. Donc, s'il y a confrontation aujourd'hui entre les partisans de l'opposition et des patriotes qui soutiennent le président de la République ou le pouvoir en place, ça sera sur la tête de ce même gouverneur. Je ne sais pas si les gens s'imaginent ce scénario-là. Ça, c'est de 1. De 2, puisque c'est à lui que revient le pouvoir de l'État à Kinshasa, de pouvoir sécuriser pas seulement les gens qui manifestent, mais aussi ceux qui ne manifestent pas. Évidemment. Qui ont le droit d'évacuer librement à leurs occupations. Il a cette obligation-là de sécuriser tout le monde. À la fois ceux qui manifestent et ceux qui sont censés travailler. Il a cette obligation-là. Mais lorsqu'il se rend compte qu'il y a eu un accord trouvé entre lui et les opposants, mais en même temps, il y a une autre réalité à côté, parce que la réalité sécuritaire, elle n'est pas statique. Elle évolue minute par minute. Et s'il se rend compte que la situation sécuritaire a évolué et que l'itinéraire qui a été convenu n'est plus favorable par rapport à la donne nouvelle qui s'ajoute, il a l'autorité et le pouvoir de dire, voilà pour des raisons sécuritaires, pour des raisons de protection de même vous qui manifestez, prenez tel itinéraire. C'est de sa compétence. Il n'impose pas, mais il propose. Il ne propose pas dans ce contexte-là. Parce que c'est lui l'autorité. C'est lui qui a le pouvoir de sécuriser et ceux qui manifestent, j'insiste, et ceux qui ne manifestent pas, qui doivent vaquer à leurs occupations. C'est lui qui a cette compétence-là. Ce n'est ni l'ONU, ni une ONG quelconque, mais plutôt lui, l'autorité urbaine. Ça se passe comme ça dans toutes les villes du monde. Mais maintenant, écoutez, mon point de vue. Moi, je pense, et je ne cesse de le dire tous ces jours ici, que nous n'avons pas besoin de la démocratie pour changer les choses dans ce pays. Donc, vous êtes pour ceux qui soutiennent d'instaurer la dictature. Voilà ce que moi je propose. Moi, j'estime
que le Congo aujourd'hui se trouve dans une position au bord du gouffre de chaos. Le président de la République l'a dit dans d'autres termes au Kasaï, il a dit Mboka Ekoufa. Objet de ça, les Aponako, c'est côté les Misayango, qui traduit dirait je suis en train de gérer un pays qui est par terre. Je suis en train de me battre pour le relever, pour le redresser. Mais on dirait... monsieur le président de la République, c'est que moi je suis en train de dire tous ces jours, c'est que vous n'arriverez pas, monsieur le président de la République, à redresser ce pays, à relever ce pays avec ce mode de gouvernance qui s'appelle la démocratie. Vous n'y arriverez pas. Parce que même la Rome républicaine, à l'époque, faisait recours aux dictateurs pour pouvoir redresser le pays. Les gens qui étaient capables de remettre la République sur les rails. Monsieur le président de la République, avec quelle justice comptez-vous redresser les magistrats corrompus? Tous ne sont pas corrompus. Attention. Mais les magistrats, pour la plupart, corrompus et corruptibles, comment allez-vous faire, monsieur le président de la République, avec la démocratie, pour redresser ces gens-là? Comment allez-vous faire, monsieur le président de la République, pour remettre sur les rails tous ces compatriotes qui conduisent sur les routes de Kinshasa, sur les rues de Kinshasa, comme bon leur semble? Les conducteurs de motos, les conducteurs de taxis, de 207. Comment allez-vous faire, monsieur le président de la République? Moi, je propose ceci, monsieur le président. Vous mettez de côté la démocratie, bien entendu, avec ce qu'on appelle la constitution que nous avons actuellement. Copie-collée de la constitution de la France, que l'UDPS avait boycotté à l'époque. Monsieur le président, mettez ça de côté. Moi, je vous propose de mettre en place ce qu'on appelle la dictature bienveillante. La dictature bienveillante, cher Jules, c'est quoi la dictature bienveillante? C'est cette dictature-là qui n'est pas une démocratie, mais qui n'est pas non plus une dictature. C'est une forme de gouvernance qui se situe au milieu. Il y a un confrère qui était avec qui j'ai parlé tout à l'heure, qui me dit, mais écoute Denis, ce que tu es en train de proposer là, il y a un Congolais de Brazzaville, un professeur, qui a proposé cela. Il a écrit un ouvrage, il m'a envoyé, le titre je dois chercher. Le professeur là, du Congo-Brazzaville, lui parle de la démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine. La démocratie à l'africaine. Je crois savoir que nous sommes dans les mêmes proportions. Moi, je pense que monsieur le président de la République, si jamais il a un second mandat, il doit aller vers une autre forme de gouvernance. Pas la dictature comme telle, pas la démocratie, mais plutôt la dictature bienveillante. Ça signifie, un dictateur bienveillant, c'est qui? C'est celui qui impose le changement. Qui impose le changement. Il est un monstre pour les délinquants économiques. Il est un monstre pour les délinquants dans la société, dans les mœurs. Mais il est un bienfaiteur pour le salut du peuple. C'est là que vous trouvez que la loi dit que le salut du peuple est la loi suprême. Et le président de la République l'avait repris dans un discours sur l'état de la nation au palais du peuple. Moi, je dis au président de la République, avec la démocratie, il n'arrivera pas à changer l'homme congolais. Kabila est le témoin. Il a dit, j'ai fait 20 ans au pouvoir dans ce pays. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas réussi à changer l'homme congolais. C'est parce qu'il avait l'illusion de la démocratie, croyant qu'à la démocratie, même s'il n'est pas un démocrate, au regard de ce qu'il a fait au Congo, il n'a pas pu changer l'homme congolais. Moi, je dis, monsieur le président de la République, si vous continuez à suivre cette voie de la démocratie, on n'arrivera pas à changer le Congo ni le Congolais. Il faut maintenant la dictature bienveillante. Est-ce le fait que nous sommes en train de sombrer, je dirais même comme le Titanic, ce n'est pas à cause d'avoir embrassé le système occidental
dont nous ne maîtrisons pas assez et qu'on veut quand même prendre ça et qui est en train de sombrer notre pays d'une certaine façon. Il faudrait maintenant faire avec le système africain pour essayer un peu de développer nos pays d'une certaine façon. Analysons froidement la gestion, la gouvernance chez nous ici. Quand vous allez dans nos villages, vous pouvez me dire qu'il y a la démocratie dans nos villages. La démocratie n'existait pas. Mais c'est pour autant dire que nos villages ne sont pas bien gérés. Les choses marchent très bien dans nos villages. Nous, du moins pour une certaine période, nous sommes de la série 7. Dans la série 7, je crois même jusqu'à la série 8, nous sommes nés sous la chicotte. Nous avons grandi avec la chicotte. Sérieusement, je vous dis, lorsque je compare notre éducation, les gens de notre promotion, de notre génération, avec la génération actuelle, dont les parents ont banni la chicotte, je me dis, vous avez des larmes aux yeux. Il y a de quoi verser des larmes, c'est un fossé. C'est pour dire quoi? Le Belge avait compris que la sanction extrême, c'était la prison. Mais il n'envoyait pas tout le monde en prison. C'était la chicotte. C'était la chicotte. Et avec ça, les choses marchaient. Le noir que nous sommes, nous avons peur. Alors peur du fouet. Nous avons peur du fouet. Alors il faudrait maintenant instaurer... L'exemple, en plus, de ce que je suis en train de défendre aujourd'hui, la dictature bienveillante, vous avez le cas de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand il arrive ici en 97, les années qui ont suivi, quand il était à Kinshasa, les gens se mettaient à 5 dans un taxi. À 5. La banquette arrière, les gens étaient là à 4, voire même 5, à 4. Et on a commencé à fouetter sur le ventre. On prend la 4e personne, donc c'est la dernière personne qui est entrée, on te met là-bas, on te fouette. Les gens se sont remis sur les rails. Mon cher frère, comment voulez-vous que nous avons ici, le chef de l'État a ressuscité, a redynamisé l'inspection générale des finances. L'IGF alerte sur des cas de détournement et de corruption des deniers publics. Mais dans les rapports sont là. Et les rapports de l'IGF, avant qu'ils ne soient transmis au chef de l'État et aux instances judiciaires, ce rapport-là, après les enquêtes des inspecteurs de l'IGF, passe par une étape qu'on appelle la confrontation. On appelle la personne concernée. Viens avec tes moyens. Voici ce que disent nos enquêteurs. Quels sont vos moyens? Ils présentent ces moyens. Ils se mettent à débattre. Je suis de là. Ils restent là des journées entières en train de faire cette confrontation. Pièce contre pièce, comme disait Vital Kamerhe. Document après document. Et au bout du compte, on se met d'accord sur les conclusions de l'enquête menée par les inspecteurs. Et on transmet aux instances. Mais, curieux est de voir que ces gens-là, ils se pavanent. La faute incombe. Moi, je pense que ici, la solution, la faute incombe à la démocratie, bien entendu. Parce que la démocratie, cher Jules, la démocratie consacre ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Jour toko koma na mboka oyo, cher Jules, babike o détournaki, ba memio na stade, boza combien? Boza 15. On vous amène au stade, on vous aligne là-bas, on invite vos membres de famille. Non, on n'abat pas. On invite les membres de vos familles. Bakoko, banoko, batata, mwasi, baleki, basemeki, tout ça. On amène les membres de votre famille. On les met là-bas. Bino miyibi boza comme boza 15. On vous met là-bas. On amène le fouet. Batandi owana.
Fimbu, fiaku, telema kendena nukuna. Vous passez là-bas toute la journée na Fimbu. Allez, le suivant, oyewana Fimbu, kende kuna. Allez, tout resili ba zongeli lisoso, allez, yo zonga wa Fimbu, zonga kuna ti. Toute la journée, boya tabanda 13h, ti 17h, tour à tour, Fimbu na Fimbu. Toton d'ici stade wana plein. Dengue salaki na sorti officielle, il y a union sacrée. Donc, Fimbu, ti toute la journée. Papa Moutona oyiba lisusu. Mais quand vous envoyez ces gens-là entre les mains d'un magistrat, Mouto yibi ba million. Vous l'envoyez entre les mains d'un magistrat, azana bampia kanaye ou bien azana ba colère na yeso ya makambuni na ye, il est dans le système, il y a quand il y a statu quo. Vous envoyez cet homme là-bas, il corrompt. Mais à cause d'un jugement au Yalingi, c'est pourquoi je dis, si monsieur le président de la République veut changer les choses, il a eu une bonne idée à ce que ça IGF. Mais regardez comment banquette et IGF faisait souka. Est-ce que le président n'est peut-être pas trop si gentil? On dirait qu'il est en train d'amener, c'est comme quelqu'un qui dit le président est trop chrétien. On dirait qu'il est en train de gérer avec la Bible. Est-ce que c'est peut-être pas une de ses faiblesses qui fait que le pays est en train de tourner, là? Vous savez, Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, quand un fils d'avocat, Aouti Namboka Moussoussou, aïe, croate, il est adopté en France, à Bandiko Sala, à Zomona Gazan, à place dans l'armée, dans l'infanterie. Il choisit d'aller vers l'artillerie. Kuna Akeko Sala, la preuve, il y a Bimi, Tinandenga Eko Koma, empereur. Cet homme-là, il a utilisé des méthodes fortes. Et sont ces méthodes fortes, déjà parmi les piliers, il y a fondation, il y a République française. Monsieur le Président de la République, oui, il est chrétien. C'est son premier mandat. Il a commencé avec la carotte. Abandonné la carotte. Mais moi, je suis en train d'insister pour dire que les changements ne se négocient pas comme le veut la démocratie. Parce que la démocratie veut que quand vous voulez un changement, que vous puissiez négocier. Négocier, ça signifie quoi? C'est les élections. Les élections, c'est une négociation. Vous allez négocier avec la population. Mais moi, je dis à monsieur le président de la République que si vraiment il veut changer ce pays et rester dans l'histoire de ce pays comme les grands bâtisseurs, comme les grands fondateurs de cette nation, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. S'il veut vraiment qu'il soit celui qui concrétise cet idéal, il doit basculer dans ce que j'appelle la dictature bienveillante. Parce que le changement ne se négocie pas, le changement s'impose. Quand vous voulez changer des choses, il faut les imposer. Mais vous dites que... Mais bon, le président, jusque-là, son premier mandat, il a été assez large, il a été assez pasteur. Mais maintenant, il faut qu'il change un peu. Vous parlez de la dictature. Bienveillante. Bienveillante. Mais il y a Matata Ponyo qui avait aussi parlé de ça. Vous dites que le président est assez large. Mais eux disent, Matata Ponyo dit que ce qui se passe aujourd'hui sous Félix Tshisekedi, même à l'époque du président Kabila, on n'a jamais vécu de telles choses. Aussi, Olivier Kamitatou qui dit qu'il y a une tyrannie qui est en train de s'installer au Congo. Et ça fait partie des hits parades, des grands hits parades, des dictatures. Et vous dites que, en tout cas, le président est en train de gérer très calmement et puis avec son cœur chrétien. Alors, dès que les opposants sont en train de dire, observez cette dictature qui est en train de s'installer, cette tyrannie, comment vous dites? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas contradiction quelque part là? Le comble pour eux, c'est qu'ils sont en train de marcher sur les traces de l'UDPS, mais de la mauvaise manière. De la mauvaise manière. Oui, parce que l'UDPS, en son temps, pouvait tenir ce discours parce qu'il y avait au pouvoir quelqu'un qui était considéré comme un étranger. Ok.
Parce que le président Félix avait dit que moi, en tout cas, je ne fermerai personne. Les cachots de l'année seront fermés. En tout cas, sous mon mandat, les gens seront libres. Même les gens peuvent m'insulter. Bon, je n'ai rien à faire avec eux. Je ne vais pas les emprisonner. Mais on est en train de constater comment est-ce que, vous voyez la marche du 25, et du 20 plutôt, les gens ont été molestés. Il y a eu des gens qui ont été blessés pendant la marche. Mais ce sont des choses qu'on a vécues sous Kabila. Mais on dirait que le régime actuel est en train de répéter les mêmes erreurs du passé. Dites-moi, dans quel pays du monde où quand les manifestants tiennent des pierres, tiennent des bâtons, tiennent des machettes contre la police et la police ne réprime pas, la police ne réagit pas? Dans quel pays du monde? Aux États-Unis? En France? En Russie? Au Rwanda? Au Congo-Brazzaville? En Angola? C'est dans quel pays? En fait, ces gens-là n'ont pas de discours. C'est comme le président l'avait dit, opposition, il y a pété. Oui, opposition, il y a pété parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Ils sont juste sur les traces de l'UDPS. L'UDPS commençait ses marches à Limete, ou à Tchangou, ou à l'aéroport d'Ndjili. Eux aussi sont sur les mêmes traces. Les marches ne commencent que à Limete, à Tchangou, ou à Ndjili. Ils sont en train de faire à la limite, copier-coller. au rond-point Ngaba. Ils sont en train d'imiter pas à pas ce que faisait l'UDPS. Mais moi, je croirais en cette opposition-là qu'elle est véritablement forte. Contrairement à ce que disait le président de la République, Félix Tshisekedi, que c'est une opposition faible, opposition à pété-pété. Je croirais que c'est une opposition forte le jour où ils vont appeler à une journée ville morte et que ça s'est réalisé. Comme le je faisait croirais, le Sphinx. oui, comme le faisait le Sphinx. En ce moment-là, je croirais que voilà, Nous avons une opposition forte. Qu'ils appellent un peu à la journée ville morte. Tondi Mabango. Ils ont dit ici qu'ils vont organiser des sit-ins chaque jeudi. Ça fait déjà 2 jeudis qu'ils n'ont pas organisé les sit-ins. Ils se sont fatigués. Ils ne peuvent pas. Vous voyez. Là, c'est simplement pour dire que nous sommes en face des gens qui n'ont pas d'imagination et aujourd'hui peuvent crier que c'est la dictature. Est-ce que Matata Ponyo, Augustin Matata Ponyo, l'homme qui a abandonné la cravate rouge, peut être fier aujourd'hui de parler de la dictature? Alors qu'on sait comment il a obtenu son jugement pour dire qu'il n'avait pas de juge naturel dans le monde. Il n'y a personne qui peut le juger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est sa faute ou bien c'est la faute de l'appareil judiciaire? Mais comment il a fait pour obtenir ce jugement-là? C'est ça la grande question. Il a corrompu. Mais aujourd'hui, il a le kilo de dire qu'il y a la dictature dans ce pays. Et regarde comment, quand quelqu'un perd les repères, ah, c'est ça le nom de votre émission. Quand quelqu'un perd le repère, et finalement, il verse dans la bassesse. Quand quelqu'un perd les repères, il tombe dans la bassesse. Comment quelqu'un peut présenter des douilles à la presse? Dire, d'ailleurs, ils ont tiré à balles réelles. Regardez des douilles dans ma voiture. Dans ma voiture, on a voulu en tenter à ma vie. Mais moi, je me demande pourquoi jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas interpellation à Matata Ponyo. Parce que les gens, moi je ne suis pas militaire, mais les militaires avec qui nous avons parlé ont dit, quand on tire, les douilles ne vont pas vers la cible. Les douilles tombent d'où on a tiré. Alors, si Matata Ponyo dit qu'il a ramassé des douilles dans sa voiture, ça signifie que s'il y a eu des blessés dans cette marche-là, des tirs venaient de la voiture de Matata Ponyo. C'est de là qu'on a tiré sur les manifestants, cher Jules. Comment nous, Congolais, nous pouvons rester bleus? Ça la déclaration, il y a que tirer sur les manifestants à partir de la voiture et à Tikali et puis à crier dictature. Est-ce que vous pouvez? Mais aujourd'hui, ceux qui vont interpeller, pour à expliquer à nous par quelle alchimie une balle tirée d'ailleurs d'huile et dans la voiture. Vous comprenez un peu?
Eh bien, en même temps, il vous dit, non, armes, wana bakanga ki nango, nani, garde du corps. Non, escadé là, et ça, armes à garde naye, ne koya ki na marche. Alors que vous la marche comprenez a que, eu lieu le 20. Voilà. Et le sit-in le 25. Voilà. Aux hommes, on a ma contradiction. Donc c'est pour vous dire que opposition, c'est une opposition en perte de vitesse. Alors je voulais demander, est-ce que les services de renseignement sont vraiment habilités à communiquer dès qu'ils ont fait leur communication là? Oui, partout au monde, ça se fait. Les services de renseignement. Moi, je vois des communications du FBI. Ouais. Parce que regardez, la réputation, on ne joue pas avec, surtout pas pour les services d'intelligence d'un pays. Lorsque les gens communiquent d'une certaine manière pour jeter de l'anathème sur le service d'intelligence du pays, le service est en droit de communiquer. Nous sommes dans un monde de la communication. Aujourd'hui, c'est celui qui communique à leur place. C'est celui qui communique qui a le pouvoir. C'est celui qui communique qui a le pouvoir. Donc, il ne pouvait pas rester silencieux face à ces mensonges cousus de toutes pièces qui se racontaient par les amis de l'opposition. Désolé. Donc, ils étaient en droit de pouvoir réagir sur cette diffamation qui était en train d'être proférée par l'opposition. Parlons un peu de l'arrestation de Salomon Kalonda. Est-ce que la procédure était assez régulière? Parce que si on lit la Constitution, dans son article, je crois, 18, la Constitution dit « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée garde à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. » Mais jusque-là, Salomon Skadela n'est même pas en contact avec sa famille, moins encore avec son conseil. Est-ce que la procédure, si je peux m'arrêter encore là, était vraiment régulière? Est-ce que vous savez que la justice a le droit de prendre quelqu'un aujourd'hui même, le juger aujourd'hui même et l'envoyer en prison aujourd'hui même? Les gens parfois se fourvoient pour rien. Moi, humainement, je le dis bien humainement, je n'ai pas été d'accord avec la scène, la manière saccadée où on l'a pris. La manière dont Salomon a été pris. Je n'ai pas été d'accord avec ça. On doit être lucide et on doit être objectif. Je n'ai pas été d'accord. Est-ce qu'il était impossible de faire les choses autrement? Je ne pense pas. Il était possible de faire les choses autrement. De les cueillir. Parce que nous sommes dans un monde où la caméra est démocratisée. Nous ne sommes plus à l'époque où, pour avoir une caméra, il fallait être journaliste. Il fallait être caméraman pour avoir une caméra. Aujourd'hui, tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde, même un bébé a une caméra. Dans son jouet, un bébé a une caméra. Vous voyez. Donc, il n'y a plus rien qui peut rester secret, surtout que c'est fait à ciel ouvert. Moi, je pense que les amis qui travaillent dans les services d'intelligence, ils font un travail complexe, dans des conditions parfois difficiles, mais je crois qu'il y a moyen d'épargner le pays de certains scandales. Il y a moyen de le faire. Il y a moyen de prendre quelqu'un et d'aller le juger sans que ça fasse du bruit. Il y a moyen de le faire. Est-ce pas une façon d'enfreindre sur la Constitution par rapport à ces actes? Non, mais les services d'intelligence ont le droit de prendre quiconque, mais le droit où qu'il soit, à n'importe quel moment. Là, non, mais c'est aussi, ce sont les juristes qui nous ont appris que
la compétence et d'attribution. Évidemment. Ils ont cette compétence-là d'interpeller lorsqu'il se trouve qu'ils ont des informations en leur possession qui mettent en péril des questions de sûreté ou de l'État ou des questions de sécurité. C'est une des raisons qu'on interdit aux prévenus même d'être en contact avec sa famille, moi encore son conseil. Ils ont la latitude de comprendre. Vous savez que même aux États-Unis, il y a des prisonniers qui n'ont pas accès à leurs membres de famille, ni à qui que ce soit. Mon frère, dossier apparemment, c'est comme si on est ADC, on fait toujours dossier prudence. Dossier on se réfère toujours de l'extérieur à d'autres cas et non aux cas qui sont présents. Vous et moi, nous ne sommes pas agents de sécurité. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous ne connaissons pas jusqu'ici qu'est-ce qui est derrière cette interpellation de Salomon Escadela. Nous ne connaissons pas. Sérieusement. Le porte-parole, il y a le ministre Mouyaya qui avait dit même qu'il était de mèche avec les M23. Est-ce que vous trouvez ça mince? Vous pensez que c'est une mince affaire? Qu'est-ce que le M23 veut? Ce serait peut-être pas la Qu'est-ce que le M23 veut? Le M23 peut-être pas la tête de Katumbi le M23 veut la balkanisation de ce pays avec Paul Kagame. Alors quand quelqu'un est de mèche avec le M23, vous pensez que c'est une mince affaire? Les gens parfois, lorsque nous parlons du pays, nous devons mettre de côté les sentiments. Parce qu'il s'agit du pays. Nous n'avons que ce pays-là. Nous n'avons que ça comme pays. Et il ne faudrait pas que lorsque nous parlons des questions de sûreté de l'État, des questions de sécurité nationale, que nous puissions prendre ça à la légère, penser que c'est des questions politiques, parce que la politique, on peut marchander avec tout. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, on ne blague pas avec ces choses-là. Et moi d'ailleurs, je ne veux pas vraiment beaucoup commenter sur ces choses-là parce que c'est des questions hautement sécuritaires parce qu'il s'agit de la sûreté de l'État. Alors dites-moi un peu, parce que nous sommes déjà en train de chuter à notre émission, comment est-ce qu'on peut aller perquisitionner la maison d'une personne en l'absence de cette dernière? Parce que nous venons d'apprendre, même aujourd'hui, à Lubumbashi, on est allé perquisitionner la maison de maman, de la mère de Salomon Escadela, une mère âgée de 85 ans. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu de trop? Bon, moi, je suis un peu dubitatif. Pourquoi? Parce que je reste humain, mais à la fois je regarde aussi l'intérêt supérieur de la nation. Quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, on peut tout faire pour préserver l'intégrité du territoire. Oui. Parce que ce que nous avons de plus important pour tous les Congolais et les personnes de troisième âge et les personnes âgées et les enfants et les bébés, c'est cette nation. Et lorsque un individu se permet de coaliser avec les ennemis de la nation, je ne vois pas pourquoi moi, je dois vouloir user de mon humanisme pour quelqu'un qui veut vendre ce que nous avons tous en commun. Je prends l'exemple d'une parcelle familiale. Vous avez une parcelle familiale qui est un bien commun pour tous les enfants. Mais un des enfants va s'arranger avec un commerçant pour vendre la parcelle. Et il arrive déjà à déplacer les bornes de quelques mètres de votre parcelle. Vous dites non, c'est notre frère, ne faisons rien, vous voyez, il est malade, tout ça, ne faisons rien, c'est notre frère. Ça va se passer comme ça.
Jamais. Parce que il est en train d'œuvrer contre les intérêts communs. Tout le monde va dire à ce frère-là, non. Oui, c'est vrai, tu es notre frère. Oui, c'est vrai, tu es malade. Oui, c'est que tu n'es pas en forme. Mais là, on dit non. S'il faut que tu ailles en prison, tu vas aller en prison. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'il peut se retrouver devant une situation telle que lui, il a déjà accepté les engagements avec le voisin, le commerçant, l'homme fort. Et la famille dit, niet, on ne vend pas. Il a déjà pris l'argent là-bas du voisin. On va dire, si tu vas aller en prison, c'est ton affaire, va régler ton affaire, mais la parcelle, nous ne vendons pas. C'est ce qui arrive à certains Congolais, qui sont déjà en complicité avec les voisins pour vendre le Congo. Mais tous les autres des Congolais, tous les restes des Congolais là, quand on veut voir clair, non, bayokele kakamawa, est-ce que c'est normal, balimbisaye, ekosalanini, totika kaka. Est-ce que l'on comprend? C'est pourquoi j'ai dit, il nous faut la dictature bienveillante. Il nous faut la dictature bienveillante. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes à terme de notre émission. Mais pour ce faire, avant de nous séparer, nous allons devoir prendre notre rubrique du jour entre nous. Et on se retrouve tout juste après. Entre nous, M. Dionit Kaninda, notre rubrique du jour. Nous allons faire comme on dit en droit. Vous allez jurer de nous dire la vérité, rien que la vérité. Bien sûr que oui. Très bien. Entre nous, M. Dionit Kaninda, Moïse Katumbi, sème-t-il la peur à l'union sacrée? Oui ou non? Non, il fait pitié. Ah, il fait pitié. Ouais. S'il fait pitié, pourquoi est-il en train d'être géré de telle façon, en fait? On est en train de s'écouer de cette façon ici. Parce que tout se paye ici-bas. Pensez-vous que vraiment entre nous, M. Dionit, si Moïse Katumbi était dans l'union sacrée, allait-il subir les mêmes choses qu'il est en train de subir aujourd'hui? Chacun répond de ses propres actes. Chacun portera sa croix. Chacun portera sa croix. Donc ça veut dire que s'il était à l'union sacrée, il allait être exempté de tous ses méfaits. Non, chacun portera sa croix. Chacun portera sa croix. Entre nous, Félix Tshisekedi, dictateur, tyran ou démocrate? Le président de la République, un président de bonne foi. Bon, il n'est ni dictateur, ni tyran, moins encore démocrate, mais il est un président de bonne foi. De bonne foi. Un président vrai. Un président vrai. Quels sont les éléments vrais que vous avez trouvés en la personne du président de la République? Il dit la vérité, même quand on pense que ça, c'est pas fait pour un président de la République. Un président ne peut pas dire Mboge Koufa. Lui, il le dit. Un président qui dit Bazabandoki. Il dit des choses vraies et qui s'avèrent, on doute aujourd'hui, on refuse, mais après, on lui donne raison. Vous, en tant que conseiller du président de la République, pouvez-vous conseiller, admettre que le président aborde des sujets comme ça à la place publique? Il est vrai. Un leader n'a pas peur de conséquences. Vous, en tant que son conseiller, vous allez accepter qu'il communique de cette façon-là? Oui, parce qu'un leader n'a pas peur de conséquences. Un leader n'a pas peur. Là. Vous, en tant qu'analyste politique, aussi un observateur majeur de la politique de notre pays, pouvez-vous nous dire, et aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, la vision claire du président Félix Tshisekedi? La vision claire du président de la République, c'est le changement. Le changement qui s'écrit par l'instauration d'un état de droit, la lutte contre la pauvreté
et la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. La vision claire du chef de l'État. Estimez-vous entre nous qu'il y a eu assez d'avancées sur l'état de droit en RDC? Il y a eu des avancées, mais pas significativement. À l'échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous? Je dirais 5. 5. Ouais. Donc, la moitié. Voilà. Et quel est le projet de société de Félix Tshisekedi que vous avez retenu lors de sa campagne de 2018 qu'il a porté jusqu'à devenir président de la République? Donc aujourd'hui, on vous demande de dire clairement le projet de société qui a fait le président Félix Tshisekedi président. Oui, mais c'est la même chose. Le président de la République a dit qu'il va restaurer l'autorité de l'État, qu'il va lutter contre la pauvreté, qu'il va restaurer l'éducation dans ce pays. Et voilà en majeure partie. Sur le plan de pauvreté, par rapport à la pauvreté, où en sommes-nous? À l'échelle de 1 à 10, est-ce nous sommes au-delà de la moyenne ou bien c'est un fiasco total? Le président a posé des bases. Aujourd'hui, la semaine passée, le FMI a classé la RDC dans le top 10 des économies émergentes en Afrique. C'est avec le président Tshisekedi. Les top 10 des économies en Afrique. Des meilleures économies en Afrique. Les top 10. Est-ce que cette économie-là se fait sentir dans le quotidien du Congolais? C'est des bases qu'il a posées. Maintenant, attendons voir avec le programme de développement des 145 territoires. Le programme de développement de 145 territoires. Monsieur Diony, nous allons terminer cette émission. Dites-nous, entre nous, aujourd'hui, qu'est-ce que le président Félix n'a pas fait et que si aujourd'hui vous êtes président de la République, vous feriez mieux que le président Félix a fait et qu'il n'a pas bien fait et que vous, en tant que président, vous êtes président aujourd'hui, vous ferez mieux que le président de la République? Est-ce que moi, je suis appelé à devenir président de la République? Je ne sais pas. Hypothèse. Mais lui, il est président et il est mon président. Je prie qu'il ait un second mandat et qu'il nous arrête cette histoire de la démocratie, qu'il bascule dans la dictature bienveillante. C'est ce qu'il manque. Dès qu'il l'aura fait, ce pays va se redresser dans moins de 3 ans. Retenons seulement qu'aujourd'hui, s'il arrivait que M. Diony est président de la République, il va mettre terme à la dictature et instaurer la dictature bienveillante. Oui, pas de démocratie, pas de dictature, mais la dictature bienveillante. Très bien. Je parie que nous avons fini notre entretien de ce jour. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je me demande si vous avez un mot à dire pour clôturer cette émission. Un mot à dire à mes compatriotes, c'est l'heure du changement a sonné. Le changement ne se négocie pas. Le changement s'impose. Et je prie constamment au président de la République et avec moi beaucoup de Congolais. Depuis que j'ai commencé à parler de ça, j'ai des encouragements de beaucoup de mes compatriotes qui disent oui, monsieur le président de la République doit changer de mode de gouvernance pour arriver à changer la situation du Congolais et du Congo. Aller vers autre chose. La démocratie n'est pas faite pour la société africaine. La démocratie a été inventée pour la société occidentale. Et même la société occidentale a appliqué la démocratie après avoir posé les bases d'un développement meilleur. Voilà pourquoi je prie au président de la République d'imposer le changement à travers ce que j'appelle la dictature bienveillante. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons terme à notre émission ce jour. Si vous avez une son de cloche différente à celle de M. Diony Kaninda, nos contacts sont là, appelez-nous et nous allons organiser une émission et vous allez le voir. Alors pour le reste, portez-vous bien et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.